gouvernementale qui a effectué cette mission a échangé avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On fait le point dans ses journaux. Bienvenue à tous. Ils ont juré d'observer scrupuleusement les lois de la République. Le nouveau membre de la Cour constitutionnelle ont prêté serment devant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était tout à l'heure au cours en direct sur nos antennes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Les crimes de guerre et massacres dans l'Est du pays ne resteront pas impunis. Sur demande de la RDC. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté à l'unanimité l'ouverture d'une enquête en République démocratique du Congo. Les détails de cette victoire diplomatique et judiciaire ont été présentés au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par l'équipe gouvernementale qui était en mission à Genève en Suisse. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya Katembwe, s'est exprimé à ces sujets. D'autres détails dans ces reportages. Après la participation de quelques membres du gouvernement aux différentes missions consacrées à la situation humanitaire et sécuritaire dans la province du Nord et Sud Kivu, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu une séance de travail avec ses délégués de la RDC. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement qui a conduit la délégation congolaise à la dernière session du Haut Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme en Suisse, est venu faire la restitution des travaux au chef de l'État. Il s'est agi d'une séance de travail qui a porté essentiellement sur la restitution de la mission que nous avions effectuée il y a quelques jours à Genève, où nous avons pu obtenir un vote unanime du Haut Conseil des droits de l'homme sur la résolution qui portait notamment sur la condamnation du Rwanda et l'obligation pour lui de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. Nous avons eu l'occasion au cours de ces travaux à Genève de démontrer la barbarie, la violence et le carnage qui ont été commis sur nos populations innocentes. Nous sommes donc venus discuter avec le président de la République les contours de ces travaux tels qu'ils se sont déroulés, mais aussi les ressentis des autres États qui se sont montrés solidaires de la République démocratique du Congo et qui ont condamné, en tout cas dans les termes les plus clairs, les agissements du Rwanda, et qui a été cristallisé par le vote à l'unanimité de la résolution que nous avons proposée, qui permettra dans un bref avenir d'avoir une mission qui viendra établir les faits, en tout cas de tous les crimes qui ont été commis, et plus tard une mission d'enquête qui viendra faire l'enquête sur des crimes commis depuis janvier 2022, parce qu'il faut mettre fin au cycle de l'impunité qui permet la répétitivité des crimes. En deuxième point, nous avons eu l'occasion cette fois-ci d'échanger avec le président de la République autour de la réunion à laquelle il a participé de la SADC et de l'EAC, et des conclusions qui ont été évidemment rendues publiques. Il y a un cessez-le-feu qui a été le premier point, et un arrêt complet des combats, et discuter aussi d'autres aspects. Non, ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que autour du président de la République, évidemment, nous avons eu aussi l'occasion de revenir sur la situation sécuritaire de manière générale, particulièrement dans la province du Nord Kivu à Goma, où nous rédisons notre solidarité, que le gouvernement reste mobilisé pour avoir notamment les possibilités d'agir immédiatement. La République démocratique du Congo reste mobilisée à déjouer toutes les manœuvres du Homme 23 soutenues par le Rwanda, consistant à piller ses richesses. C'est une victoire diplomatique pour la République démocratique du Congo lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le droit de l'homme sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, tenue à Genève en Suisse. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya Katembwe, est revenu sur cette prouesse au cours d'un briefing presse qu'il a animé hier à Kinshasa. Suivez. Au cours du briefing presse de lundi 10 février, le ministre de la Communication et Médias a fait le compte rendu de la réunion tenue au Conseil de l'ONU pour les droits de l'homme en Suisse, à l'initiative de la RDC sur la situation sécuritaire dans sa partie est, et notamment à Goma au Nord Kivu. Pour le ministre Patrick Mouya Katembwe, il s'agit là d'une victoire diplomatique historique, car cette fois-ci, il ne s'agit pas que de la RDC, mais du monde entier qui condamne les actes de barbarie que le Rwanda est en train de commettre sur le sol congolais. C'est pour la première fois, avec la répétitivité de crimes que nous avons dans l'Est de la RDC, que la plus haute instance de droits de l'homme mondiale décide d'avoir d'abord une mission
qui viendra immédiatement pour faire l'établissement de faits. Ça veut dire le carnage dont on parle quotidiennement de plus de 3000 compatriotes a été précédé par des bombardements sur des camps des déplacés, des bombardements sur des écoles, des attaques sur le membre de la MONUSCO, des attaques sur les forces de la SAMI RDC. Il y a eu un étrange mélange des crimes commis de manière claire par les militaires et les soldats rwandais qui étaient dans cette opération dans la province du Nord Kivu, spécifiquement à Goma. Tout cela devra être suivi de près parce que nous voulons ici que justice puisse être faite pour que tous ceux qui se complaisent à rester dans ces cycles répétitifs de violence de la RDC puissent se terminer. Tous ces pays du monde qui se sont exprimés, qui ont dit clairement le nom du bourreau, le Rwanda, et la nécessité pour lui d'abord de retirer ses troupes du territoire de la République démocratique du Congo, mais aussi de cesser d'apporter ce soutien à ces mouvements pantins du M23 que vous connaissez bien de mauvaise réputation. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs revenu sur les sommets tenus par différentes organisations régionales dont l'EAC et SADC. Kinshasa attend la mise en œuvre effective des résolutions qui ont été votées, notamment les retraits des troupes négatives au Nord Kivu, la réouverture de l'aéroport de Goma et d'autres voies d'accès afin de permettre d'acheminer l'aide humanitaire et des médicaments vers les déplacés et les blessés. La RDC reste en même temps vigilante et attentive quant à la suite de ces processus. Il n'y a pas de discours de haine en République démocratique du Congo, a martelé le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe, contrairement au discours des mensonges distillés par le président rwandais Paul Kagame. Concernant la communauté Tutsi ou les Banyamulenge, on devait avoir le ministre Guissaro ici, qui est ministre d'État chargé des infrastructures. C'est lui qui se charge de la construction de toutes les routes en République démocratique du Congo pour éviter toute forme de stigmatisation. Parce que vous entendez souvent le président Kagame dire qu'il y a un discours de haine en RDC. Les discours de haine en RDC, ça n'existe pas. Nous sommes un pays avec 26 provinces, un pays avec 145 territoires, un pays avec 450 tribus, un pays avec 2 345 410 km². Et nous tous, nous nous supportons, nous nous construisons dans nos différences. Il ne faudrait pas prêter les flancs au discours mensonger du Rwanda qui cherche à nous attribuer des attaques ou des massacres de nos compatriotes Tutsis pour que le président rwandais, qui s'est donné le rôle, sans être mandaté, d'être leur protecteur, puisse justifier ses aventures sur nos sols. Il faut qu'on arrive à casser cette campagne qu'il mène depuis 2 mois. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadiamvita est arrivé hier à Beni, province du Nord Kivu. Sandra Nyangui sur ces images de Thierry Nzazi. Face à la menace existentielle contre la République démocratique du Congo, le gouvernement de la République intensifie les actions. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Mwadiamvita est arrivé ce lundi 10 février à Beni, au Nord Kivu, accompagné du chef d'état-major général adjoint Tchaligo Nzanduru. Il a été accueilli chaleureusement par le nouveau gouverneur militaire Évariste Kakule Somo. Au cours du Conseil de sécurité élargi réunissant autorités locales, les élus nationaux et provinciaux du Nord Kivu, ainsi que les officiers militaires, il a été question d'une évaluation minutieuse des défis sécuritaires présentés par le gouverneur militaire de la province, notamment la guerre contre le RDF M23, l'activiste des ADF MTN, les groupes armés locaux dans les territoires de Beni et Lubero, ainsi que l'éventualité d'infiltration à Beni suite à l'afflux de la population fuyant la guerre, causant ainsi une situation humanitaire indescriptible. Nous devons retenir que notre devoir à tous, c'est de défendre l'intégrité de la République démocratique du Congo. S'en est suivi la visite du numéro 1 de la Défense nationale à l'hôpital général de Beni pour apporter assistance du gouvernement aux blessés de guerre.
Guy Kabombo Mwadianvita a également remis 32 tonnes de médicaments ainsi qu'une enveloppe conséquente pour la prise en charge de ces militaires. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a aussi procédé à l'inauguration de l'hôpital militaire général Chico Chitombe, 33e zone sanitaire militaire, où il a visité quelques bâtiments administratifs et pavillons qui sont déjà opérationnels. En nouvelle, décès de l'ancien président namibien Sam Nujoma dans la soirée du samedi 8 février 2025, une occasion pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de présenter ses sincères condoléances aux autorités, au peuple frère de Namibie. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo rend hommage à cet homme d'État exceptionnel qui fut le tout premier président de la Namibie lors de son accession à l'indépendance en 1989. Il est resté 15 ans à la tête de la Namibie de 1990 à 2005. Poursuivons ce journal toujours dans la partie est de la République démocratique du Congo. Documentation et preuve des atrocités commises sur les personnes vivant avec handicap par l'armée rwandaise. La ministre déléguée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Maître Irène Sambodiata, s'est entretenue avec les représentants de la Cour pénale internationale sur la procédure de mise en place par la CPI. Betty Amani Chimendondo et Guylain Kassou pour les reportages. L'entretien entre le ministre délégué chargé de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Sambodiata et Patrick Chibouyi, membres du bureau de la CPI à Kinshasa, a permis à Irène Sambodiata d'être la procédure mise en place par la Cour pénale internationale pour recueillir les documentations, preuves et autres témoignages relatifs aux atrocités commises sur les personnes vivant avec handicap par l'armée rwandaise. Patrick Chibouyi a fourni des explications claires et nettes à la ministre déléguée au sujet des dispositifs mis en place par la CPI pour recueillir les documentations, preuves et autres témoignages sur le cas de violence de droits humains commises envers les personnes vivant avec handicap dans la partie est occupée par l'armée rwandaise et ses supplétifs de M23. Il vous souviendra qu'en date du jeudi 7 février 2025, les personnes handicapées de la RDC avec à leur tête, la ministre du tutelle Irène Sambo avait fait une déclaration demandant à la CPI d'enquêter et sanctionner les auteurs de violences et crimes commis par l'armée rwandaise et le M23 sur le PVH. J'en parlais dans les titres, ces procès en flagrance des militaires accusés d'exactions sur les civils dans la province du Sud Kivu. Une fois reconnus coupables, la sanction sera exemplaire, note la hiérarchie militaire. Suivez. À ce jour, nous présentons devant votre auguste tribunal militaire de Bukavu un groupe composé de plusieurs éléments fouillards de guerre. Début ce lundi 10 février du procès de plus de 90 militaires incontrôlés qui ont passé outre leur mission légale et qui sont allés ailleurs le jeudi 6 février 2025 sans autorisation de leur hiérarchie. Ils ont emprunté l'axe Kalehe, Kabamba, Katana, Kavumu, Miti, Mudaka, Bukavu, Nyantende, Nyangezi, Ngomo et Kamanyola et se sont rendus coupables d'actes de vandalisme contre les populations civiles tout au long de leur parcours. L'auditeur supérieur de la Cour militaire du Sud Kivu a présenté au juge président les éléments concernés prévenant des différentes unités engagées sur la ligne de front au Sud Kivu, plus précisément à Kalehe, où l'armée pourchasse les rebelles du mouvement du 23 mars. L'officier du ministère public indique également que d'autres éléments sont détenus à Uvira dans le cadre de cette affaire. Il convient de préciser que les présumés coupables sont reprochés d'avoir commis des infractions ci-après: fuite devant l'ennemi, viol, meurtre, pillage, perte d'armes, révolte et dissipation des munitions. Cette première audience en chambre foraine a été consacrée essentiellement à l'identification des accusés. L'audience a été tenue au cercle sportif de la Botte en comédie Banda dans la ville de Bukavu. Et puis le peuple Emma réuni au sein de l'association culturelle Ante prend à bras le corps la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Son nouveau comité nouvellement élu a livré ses assurances au commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Kancham.
Les échanges entre les nouveaux comités de la communauté universelle EMA et les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri se sont déroulés dans un climat de convivialité. Cette association culturelle mise sur la responsabilité de tout et chacun pour une paix durable en Ituri, affirme maître Jean-Claude Gadjolé, son président. L'échange était franc et nous avons parlé de tout et de rien. Et nous avons échangé par rapport à la communauté EMA et échangé par rapport à la situation sécurité qui est une priorité pour le moment. Et ensuite, nous avons échangé par rapport à la responsabilité. Comme vous le constatez derrière moi, c'est toute une équipe de ceux qui engagent désormais le peuple EMA. L'association culturelle Inté demande à l'ensemble de la communauté iturienne à privilégier la paix, et rien que la paix. Le peuple EMA, c'est un peuple hospitalier. Le peuple EMA n'aime pas le bruit parce que vous savez que le peuple EMA, c'est un peuple travailleur. Nous demandons d'abord au peuple EMA d'être un et uni à d'autres peuples, que la confiance, la communication puisse régner entre nous pour que nous puissions résoudre en Iturien tous les maux qui rongent l'Ituri. Depuis quelques temps, les communautés ituriennes accompagnent l'administration militaire dirigée par le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Objectif, faire face à la menace interne et externe de la République démocratique du Congo en général et en particulier de la province de l'Ituri. La population du Kwilu est de cœur avec les victimes de la guerre d'agression rwandaise. La Convention pour la République et la démocratie, CRD, parti cher à Christophe Mbosoko Diampouanga, vient de lancer une campagne de sensibilisation pour le soutien aux forces armées du Congo et aux Wazalendo. Suivez. Les paroles seules ne suffisent pas. À la CRD, parti cher à l'honorable Christophe Mbosoko Diampouanga, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, les membres ont procédé à la collecte des fonds pour subvenir tant soit peu aux besoins du peuple émergé de l'Est de la République démocratique du Congo. Sous la direction de Nicolas Mbosso Diaw à son président national Haï, sénateurs, députés, hauts dignitaires et hauts cadres du parti, le patriotisme était au rendez-vous ce dimanche 9 février 2025 au siège du parti. Pas un Congo sans 1 cm² en moins, le soutien aux FARDC et aux victimes de la barbarie du M23 appuyé par les Rwandais s'étalera durant tout le moment où le besoin se fera sentir, a martelé le président Nicolas Mbosso, qui du reste accompagne la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autre chose, l'amélioration du climat des affaires et la promotion des investissements en République démocratique du Congo, la RDC par le truchement de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI que pilote Rachel Ponguluamba a enregistré des avancées significatives dans ces secteurs. Un atelier a été organisé à l'intention des acteurs clés de la province du Congo. À ces sujets, suivez cela en images et commentaires. Adopté en 2023, le plan d'urgence d'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo était au cœur d'un atelier de sensibilisation et de vulgarisation organisé par l'Agence pour la promotion des investissements ANAPI à l'intention de membres de l'Assemblée provinciale, gouvernement provincial et des opérateurs économiques du Congo. Les contenus de ces documents issus de la feuille de route mise en place par le gouvernement ainsi que les avancées enregistrées dans l'assainissement du climat des affaires ont constitué l'essentiel de la matière examinée au cours de ces travaux lancés par les sous-directeurs de l'ANAPI, Freddy Mpoutakese, représentant la directrice générale Rachel Ponguluamba. Je voudrais remercier particulièrement l'ANAPI à travers son directeur en charge du climat des affaires d'avoir jeté son bienvenu sur la province du Congo. Puis pour cela, nous joignons nos membres du gouvernement provincial ici présent pour vous dire la joie et la satisfaction. Il y a alors de faire car j'ose voir qui ne veulent pas s'ouvrir pour le voir. Ces assises constituent une étape fondamentale dans les processus d'amélioration du climat des affaires et de la promotion des investissements dans les pays. La remise de la feuille de route par le sous-directeur Freddy Mpoutakese au vice-gouverneur du Congo a sanctionné les 10 travaux. Parlons à présent de l'agriculture avec cette visite des maraîchères du site Massinaray. Suivez.
La lutte contre l'utilisation excessive de pesticides chimiques chez les maraîchères, cheval de bataille du médecin du monde à travers son projet Prosmas pour protéger le maraîcher, le consommateur et l'environnement. C'est l'objet du séjour du président de Médecins du monde, France Jean-François Corti à Kinshasa pour plaider auprès du gouvernement par le biais du ministère de l'Agriculture la mise en place d'un cadre légal en matière de gestion de pesticides chimiques en RDC. Poursuivant sa mission d'évaluation de l'impact du projet Prosmas, le président Jean-François Corti a visité le maraîcher du site de Masinaray, l'un de 3 sites de maraîchage où ce projet est mis en œuvre à Kinshasa. Sur place, il a assisté à une séance de CEP Champ École Paysanne où le maraîcher a démontré la procédure d'utilisation de biopesticides dans leur production agricole. Jean-François Corti a également visité le centre de santé APRM qui assure la prise en charge médicale de maraîchères ainsi que la boutique d'intra de produits organiques. Beaucoup de perspectives. Nous avons de notre côté aussi l'enjeu de trouver des financements pérennes pour inscrire ce projet dans la durée. Donc j'espère, en tout cas je soutiendrai le fait que le programme santé-environnement à Kinshasa en RDC, il reste et il prenne du volume et que sur ce qu'on va capitaliser, ça puisse peut-être servir aux autorités pour développer des programmes comme ça dans d'autres régions. L'assistance a été sensibilisée sur le méfait de l'utilisation de pesticides chimiques et les avantages de pesticides biologiques sur le plan sanitaire, économique et environnemental. Les salons des métiers sera organisé dans le tout prochain jour à Kinshasa, l'annonce de ces grands rendez-vous à travers ces reportages. Du salon des métiers et de la formation qui commence demain, le 11 jusqu'au 14 février 2025. L'objectif de ces salons de métiers, c'est la promotion de compétences, c'est la promotion de tout ce qui est avec les métiers. Et nous sommes tous réunis autour de cette activité pour faire la promotion de la main-d'œuvre locale. Et il faudrait également savoir que cette activité s'inscrit dans le cadre de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République sur la lutte contre le chômage ainsi que la délinquance juvénile, surtout pour la ville de Kinshasa. Grâce à ces salons de métiers, nous ne faisons pas seulement la promotion des compétences, mais c'est une activité qui s'organise avec une approche entrepreneuriale, ce qui va faire que pour cette première édition, il y a 9 métiers qui sont retenus et les jeunes seront primés à la fin de la compétition. Et ce n'est qu'un début, mais l'objectif est d'augmenter le nombre de jeunes qui seront non seulement formés, mais également accompagnés dans les processus d'insertion professionnelle. Le développement de la province du Kasaï-Oriental, le gouverneur Jean-Paul Mbouébois Kapo s'est entretenu avec les investisseurs chinois de la compagnie Zhangding. Suivez. Plus de 3 mois après sa visite officielle en Chine, le gouverneur du Kasaï-Oriental a reçu ce lundi 10 février en sa résidence officielle des investisseurs de la compagnie gouvernementale chinoise Shandong Good Silk Road Group, faisant partie des interlocuteurs rencontrés lors de son séjour de travail en Chine. Le patron du Kasaï-Oriental dit toute sa joie. La délégation qui est arrivée, c'est parmi les partenaires que nous avions rencontrés. La fois passée, ce sont eux qui nous ont invités. Maintenant, nous leur avons demandé de venir aussi visiter notre province et nous vont proposer comme opportunité d'investissement. Ils vont se rendre compte de toutes les réalités sur place. Ils sont les bienvenus. Nous allons travailler avec eux sur le terrain, avec l'équipe. Et nous allons visiter dans les différents territoires, dans les domaines qui les intéressent, notamment dans les domaines de l'éducation, dans les domaines des infrastructures et aussi dans le domaine de l'agriculture. Le manager général de la compagnie Zhangding rassure qu'ils viennent établir un partenariat gagnant-gagnant dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route qui inclut plusieurs pays amis de la Chine et qui comprend plusieurs domaines d'intervention. Le dynamisme de Jean-Paul Mbouébois Kapo et son sens aigu de leadership visionnaire ont séduit le gouvernement chinois. Et la première raison, c'est déjà parce que c'est pour une coopération avec Kasaï. Nous sommes une compagnie gouvernementale de la Chine
Et il croit qu'une coopération va dans le sens de ce qu'ils appellent la ceinture. Et qu'avec cette coopération, nous pourrons avoir une coopération surtout gagnant-gagnant. La raison d'être ici, c'est surtout pour découvrir d'abord et voir les opportunités. En parlant de monsieur le gouverneur, c'est surtout sa vision pour la province et le Congo en général qui l'ont intéressé. C'est sa vision, c'est sa sagesse, c'est ces projets, le programme qu'il a pour cette province qui l'a convaincu. Et il aime le caractère de monsieur le gouverneur, du gouverneur. Il fait confiance, il sent confiant qu'avec lui, pour sa gouvernance, beaucoup de choses pourront se réaliser. Ce ne serait pas seulement lui parler comme ça se passe tout le temps, mais avec sa gouvernance, il est confiant que très tôt, bientôt, quelque chose va se réaliser pour montrer à tout le monde. La diplomatie d'investissement du gouverneur Jean-Paul Mboba Kapo annonce un nouveau souffle pour la province du Kasaï oriental. Notons que c'est selon dit que cette délégation est arrivée en Mbuji-Mayi. Elle a été accueillie par les membres du gouvernement provincial à l'aéroport de Mbuji-Mayi. À présent, la lecture des journaux parus ce matin à Kinshasa, une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à ce rendez-vous de la revue de presse de mardi 11 février 2025. Meurtre, torture, pillage, vol et viol, Sud Kivu, 84 militaires sur le banc des accusés, annonce la prospérité. Accusés de crimes atroces, ces hommes en uniforme sont poursuivis pour l'assassinat présumé d'au moins 9 civils dans les localités de Kavumu et Miti, situées dans la province du Sud Kivu. Les faits remontent à la nuit tragique du 7 au 8 février dernier, lorsque des actes de violence ont été perpétrés contre des civils. Le procès qui s'est ouvert le lundi 10 février à l'auditorat militaire de Bukavu représente une opportunité pour la justice de faire la lumière sur ces événements tragiques et de sanctionner les responsables. Sécurité en Ituri, Jules Ngongo met en garde contre la désinformation et l'intox, rapporte le potentiel.cd. Le porte-parole du gouverneur militaire de la province de l'Ituri alerte sur les multiples campagnes de désinformation et d'intoxication qui se propagent ces jours-ci dans cette province avec pour objectif de créer la panique au sein de la population et de déstabiliser la région. De son point de vue, les instigateurs de cette situation cherchent à semer la confusion face aux menaces récurrentes des groupes armés qui veulent envahir l'Ituri. Tanganyika, le gouvernement provincial instaure des fouilles systématiques des bateaux au port de Kalemi pour prévenir toute infiltration rebelle, révèle actualité.cd. Ces fouilles, instaurées depuis le week-end dernier, concernent tous les bateaux en provenance de la partie orientale du pays au port de la ville de Kalemi. Une décision motivée selon l'exécutif provincial par le souci de prévenir toute infiltration en raison de sa proximité avec le nord et le sud Kivu. Des braquages refont surface en plein jour à Kinshasa, les habitants aux abois selon la référence plus. La ville-province de Kinshasa fait face à une recrudescence inquiétante des braquages armés en plein jour, mettant en péril la sécurité des Kinois. Lundi 10 février, dans la matinée, un cambiste a été attaqué par des hommes armés sur l'avenue Makanza, au tronçon à Sousa, près de la station Covid SA, dans la commune d'Ongirindiri. En l'espace de 2 semaines, l'on dénombre pas moins de 8 braquages dans la ville de Kinshasa, où les assaillants ont trouvé un marché plein de diamants, de l'or, du coltan et du cuivre, comme l'ont fait les ennemis de la RDC. Entre shops, cambistes et supermarchés, les criminels ont trouvé de quoi mettre la population encore plus mal à l'aise, en plus de cette guerre à l'est du pays. Et
puis ces communiqués de presse de la Régie des eaux SA, avant de boucler complètement ce journal de la mi-journée, la Régie des eaux SA, direction régionale de Kinshasa Ouest, informe ses abonnés de la partie ouest de la ville que son usine de traitement d'eau de l'ozone est en arrêt depuis hier, lundi 10 février 2025 à 16h, suite à un défaut des équipements électromécaniques au captage de l'ozone. Par conséquent, une interruption est observée dans la fourniture d'eau potable dans les quartiers et communes ci-après. Montfleury, Macampagne, Joli Parc, Ozone, Météo, Delvaux, Djelobinza, Upen, Sangamamba, Ngomba Kikusa, Télécom, Kamunganga et Kanchachi. La Régie des eaux SA prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ces désagréments et les rassure qu'une équipe des ingénieurs et techniciens est à pied d'œuvre pour le rétablissement rapide de la desserte faite à Kinshasa le 11 février 2025. Ces communiqués de presse portent la signature de l'ingénieur Matundu Paka, directeur régional de Kinshasa Ouest et Régie des eaux SA. Fin de ce journal de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal a été réalisé par Pascal Chiswe, Papingina Maou, Nana Mozazebo et Cédric Enina ont concouru à sa rédaction. Rebecca Kikoumale était là à la technique. Joël Makela revient à 19h pour la suite de l'actualité. Bonne suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.